peut-être que cette question, elle va paraître un peu, mais je vais la poser quand même. Est-ce que le syndrome de l'imposteur, c'est un problème de femme blanche? Bienvenue dans le podcast Parlons d'eux, un espace de déconstruction, d'éducation. Mon nom est Adja, votre animatrice, curieuse et passionnée par des sujets d'enjeux de société. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'imposteur, un sujet connu mais pas toujours bien compris. Je suis accompagnée de mes deux co-animatrices. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, moi c'est Aïssatou. Je dirais que je suis artiste multidisciplinaire et intéressée par la santé mentale. Et moi, c'est Madeleine. Je sais pas trop comment me présenter, mais je suis hyper sympa. J'espère que vous allez bien, les filles. Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Peut-être qu'on peut commencer par introduire ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est bon. Ok, ça, c'est une définition de l'Association médicale canadienne qui dit que le syndrome de l'imposteur est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. Il fait douter la personne atteinte de ses propres réussites et l'accable d'une peur persistante et internalisée d'être présentée comme un escroc, et ce, malgré ses capacités démontrées. Et moi, je voulais savoir si vous vous retrouvez dans cette définition. À fond? Ah oui. Définitivement. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu plus comme élaborer sur ça? Ouais. Mais je dirais que on a tous, à un moment donné dans notre vie, ressenti ça, de pas se sentir adéquat ou alors de pas avoir assez de connaissances, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie de tous les jours. Moi, je dirais que c'est plutôt dans la vie professionnelle pour mon cas à moi. Ok. Mais ouais, c'est ça, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Et toi, Moi, je pense que c'est autant dans la vie professionnelle que dans la vie, dans mes projets créatifs. C'est vraiment une tendance au doute et pas croire en ses capacités. Puis ça crée une certaine illusion, genre de « Oh, je suis pas capable de faire ça », mais au fond, on sait qu'on est capable. Donc voilà. Ok, ben je comprends tout à fait parce que moi aussi, c'est vraiment ce que vous venez de dire. C'est se sentir, c'est plus comme l'anxiété par rapport face au projet que je veux réaliser en général. Donc, je comprends tout à fait. Puis, est-ce que vous pensez que des personnes accomplies peuvent en être affectées? Et je vous pose la question parce que moi, il y a une citation qui m'a marquée de Maya Angelou, qui est une poète afro-américaine pour les personnes qui ne connaissent pas, qui disait qu'elle avait écrit plusieurs livres et qu'à chaque fois, en fait, qu'elle avait l'impression qu'on allait qu'on allait la démasquer. Donc, c'est comme si elle n'était pas légitime, en fait, dans ce qu'elle réalisait, dans ce qu'elle faisait. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que des personnes accomplies peuvent en être affectées? C'est sûr. Ouais. Quand on recherche un peu sur Internet des interviews d'acteurs, de chanteurs, etc., la plupart, ils vont dire que dans leur carrière, ils ont eu ce problème de syndrome de l'imposteur. Et moi, j'ai lu aussi plusieurs citations. Je crois que Michelle Obama, elle en parle dans sa biographie. Je pense que aussi, j'avais vu une interview de l'acteur Tom Hanks. Enfin, il y en a plein, en tout cas, c'est sûr. Je suis d'accord, je pense que personne n'est à l'abri du syndrome de l'imposteur. Puis même si on a réalisé beaucoup de choses, ça peut nous rattraper à un moment spécifique de notre vie parce qu'il y a aussi l'anxiété qui joue. Enfin, il y a plein de facteurs qui influencent le syndrome aussi. Donc voilà. Ok, ben oui, c'est ça, exactement. En fait, dans toutes les sphères, en fait, on peut comme on peut le retrouver, que ça soit comme au niveau sportif, c'est politique aussi, des athlètes, des créateurs, des créatrices, etc. Dans le domaine artistique aussi, Aïssatou, tu peux peut-être en témoigner parce que je sais que tu es une artiste. Donc voilà, dans différentes sphères en fait. Donc c'est ça. Peut-être pour faire le petit topo de ce que c'est le syndrome de l'imposteur, on peut faire peut-être un petit quiz. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Oui. Ok. on aime les quiz. J'espère qu'on sera bonne. J'ai pas révisé avant. Ce sera noté sur 20, sur 10. On verra, on verra. Que ça compte pour la note générale à la fin du semestre. Ok. Est-ce que vous savez quand est-ce que le terme il a été introduit? Oui. Toi, Aïssatou? Non. Non. Et donc, si je dis pas de bêtises, c'est à la fin des années 70. Je crois que c'est 78. Exactement. Oui, c'est ça. J'avais révisé là-dessus.
C'est exact, exactement. Ok, ben, peut-être que moi, je peux vous faire un petit topo sur le concept en général. Il a été introduit en 1978 par les psychologues Pauline Rose Clance et Suzanne Imes dans leur étude The Imposter Phenomenon in High Achieving Women. Donc, c'était une étude, en fait, non basée sur une étude clinique, mais plutôt sur des propos anecdotiques, etc. Puis, ce phénomène qui n'est pas une pathologie, je ne sais pas si vous savez ça, ni une condition mentale, mais plutôt comme un comportement appris depuis l'enfance. Et donc, heureusement, et parce qu'il est réversible dans ce cas-là. Si c'est un comportement appris, il est réversible. Donc, c'est ça. Mais sinon, dans cette étude, il y avait quand même l'ignorance du racisme systémique, etc. Puis aussi, dans cette étude-là, il y avait, on prenait pas en considération tout ce qui est inégalité de classe, les autres formes de discrimination structurelle, etc. Donc, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est ça. C'est une étude qui a été faite seulement sur des femmes blanches Exactement. verticulaires. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est une partie infime de la population, surtout à la fin des années 70, puis 80. Et donc, c'est sûr que ça intègre pas beaucoup de personnes, en fait. Et je sais qu'il y a eu toute la mouvance masculiniste qui était genre, nous aussi, on a des... Il veut être inclus dans tout, de toute façon. Ouais. Puis je pense que l'étude a besoin d'une mise à jour aussi. Exactement. La population évolue. Donc, ouais, il devrait refaire l'étude de nos jours. Mais je suis sûre que ça a dû être fait. Oui. J'ai pas tant recherché que ça va se être étude là-dessus, mais c'est sûr que ça a dû... Ça serait intéressant d'aller voir. Ouais. Ben, récemment, il y a beaucoup plus de critiques en fait qui émergent face à ce syndrome-là. Donc, c'est plus ça. Mais on va continuer le quiz. On va avoir la chance d'en parler tout à l'heure. Et savez-vous à peu près combien de personnes sur Terre y sont touchées? Peut-être une estimation. Oui. 65%. Voilà. Et toi, Madeleine, tu dis Ouais, pas? c'est parce que j'ai révisé 70% de la population. J'étais proche. Oui, mais oui. Mais oui, mais c'est ça, exactement. C'est 70% de la population qui sont confrontés à un moment dans leur vie. Donc, c'est quand même beaucoup. Et malheureusement... Compris nous. Exactement. C'est ça que j'allais dire. Malheureusement, on fait partie de ces personnes-là. D'ailleurs, nous, on a fait le test que les gens aussi peuvent les gens peuvent le faire en général. Puis, voilà, c'était quand même très... Le test que du coup a réalisé... Clance, oui, Ouais, oui, c'est ça. exactement. L'échelle de Clance, c'est ça. Ouais. Et je dois dire qu'on a toutes été très surprises par ce test-là. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire c'est quoi le test en général comme... Ouais, c'est une vingtaine de questions sur la manière dont ce que tu penses de toi et comment on pourrait te percevoir par rapport à ton succès ou par rapport à ton travail ou tout en fait, tout ce que tu produis dans ta vie en général. Et moi, j'avoue, j'étais très surprise. Ouais, à la fin, on a comme un résultat, c'est ça, sur 100, c'est ça? Un pourcentage, ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Et t'étais à quelle heure? Et moi, j'étais persuadée, quand on a discuté avant d'enregistrer, j'étais persuadée que j'étais celle qui était le moins touchée. Ok. Et il s'est avéré que... C'était vraiment moi qui ai le pourcentage le plus élevé. Vous avez vu, je me suis présentée, j'ai dit je suis hyper sympathique, c'est tout ce que j'ai dit sur moi. Donc, mais c'est vrai, ça en dit long, ça en dit long. Ok. Moi, j'étais persuadée que j'aurais un score élevé, mais à 67. Ouais. Mais parfois... 100. Mais est-ce que vous pensez que comme vous avez bien essayé d'assez comme répondre ça correctement? Peut-être que c'est... Ouais. Oui, mais tu sais, je me disais, je pense que ça dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel on est. C'est sûr que si je prenais le test et que j'étais dans un état d'esprit un peu plus dépressif, ça aurait influencé beaucoup mes réponses. Mais je pense qu'il faut aussi s'assurer d'être dans un mindset objectif et de vraiment vouloir s'évaluer, genre, pour connaître réellement où est-ce qu'on se situe. Ok. Moi, je voulais savoir un peu au niveau de la manifestation de ce syndrome dans vos vies en général. Comment ça se manifeste? Peut-être au niveau professionnel, académique, puis personnel aussi. Alors, je dirais que de mon côté, c'est surtout professionnel, même si d'après le test que j'ai passé, c'est aussi dans ma vie de tous les jours. Mais peut-être que, en fait, je suis tellement habituée que c'est pour ça que je le remarque pas. Et peut-être que je suis pas assez d'introspection. Peut-être qu'il faut que je travaille sur moi-même. Mais je dirais qu'au niveau professionnel, c'est surtout quand je cherche du travail, en fait.
j'ai tendance à pas candidater à des offres si je conviens pas à 100% au poste, selon la description du poste. Même si je suis sûre que je pourrais faire ce travail-là. Si par exemple il y a marqué ouais il faut 3 ans d'expérience et que j'ai seulement 2, je sais que je vais pas postuler. Ok. Et ouais c'est comme ça même. Et j'ai toujours ce truc où je me dis ah il doit y avoir une raison pour lesquelles je suis pas, pour lesquelles ça va pas marcher parce que d'après la description je conviens pas à 100%. Ok. T'essayes. C'est un peu, tu te trouves un peu des excuses aussi pour ne pas comme aller loin dans. Ok. Non c'est sûr. Ouais, ben ça c'est définitivement un signe d'une personne atteinte du syndrome de l'imposteur. Heureusement. Waouh. Ben moi, au niveau du travail, ça va vraiment plus être la prise d'initiative. Je vais avoir peur de prendre l'initiative parce que je doute de mes capacités. Puis au niveau créatif, c'est-à-dire que je vais réaliser certaines choses, je vais faire certains projets que je peux partager avec des amis qui sont aussi dans la sphère créative, qui vont m'encourager et me dire oh c'est vraiment bien ce que tu fais, mais comme dans ma tête c'était quand même non. Donc j'ai vraiment la peur de release des projets que j'ai faits ou d'accepter que je suis capable et compétente dans mon art. Donc voilà, c'est ça. Je comprends. Mais j'ai aussi j'ai oublié de dire que même quand tu m'as proposé de participer à ce podcast, et je me rappelle ma réponse c'était ben je vais le faire pour l'aventure, mais c'est sûr que je vais rien apporter, je vais rien pouvoir apporter quoi. Oui, je m'en rappelle très bien. Puis moi, je te disais que tu étais hyper intéressante pour le podcast. Donc voilà, ben, tu l'es. Et En fait, ça j'ai toi dit ça aussi, juste pour pareillement. Honnêtement, moi, j'ai participé pour mieux me comprendre aussi parce que, bon, veux pas, je suis du syndrome d'imposteur. Puis je pense qu'en parler, ça te permet aussi de le visualiser. Exactement. Puis moi, je peux vous partager aussi ce que les gens comme ressentent de ce que j'ai trouvé dans mes recherches, etc. En général, pour plusieurs personnes, au travail, par exemple, vous savez, ce sentiment d'incompétence malgré des épreuves de succès, comme ce que vous venez de témoigner. Dans les études, par exemple, pour moi, c'était vraiment, j'avais peur, en fait, de ne pas pouvoir intégrer tout ce que j'ai appris durant mes études, en fait, dans un milieu professionnel. J'avais vraiment cette peur-là parce que je me disais, OK, je m'en rappelle, je confiais à mes amis, ah ben, on vient de finir notre bac, mais maintenant quoi? Genre, moi, je me sens pas comme assez compétente pour aller travailler dans ce milieu, par exemple. Donc voilà, après, il y a une de mes amies qui dit, tu sais, Adja, ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Je dis, ah mais oui, c'est vrai. Donc voilà. Puis en général aussi, personnellement, les gens, comme ils ont cette diminution d'estime de soi, il y a aussi cette difficulté à accepter les compliments, etc. Donc voilà. Mais c'est pas intéressant que ce soit quelqu'un qui te l'ait fait remarquer que la première syndrome de l'imposteur. Ouais, la première fois, oui. Parce qu'en fait, c'est vraiment dur de te rendre compte toi-même que en fait, c'est toi-même qui te sabote ton cerveau et que c'est pas normal en fait de pas se sentir légitime alors qu'en fait finalement avec un peu de travail, on est tous capables de tout faire. Mais oui. Mais c'est ça parce que en fait, je savais ce que c'était, mais quand tu sais, quand t'es en discussion, etc., puis les gens de l'extérieur, ils peuvent plus facilement mettre des mots sur ce que tu vis que toi, par exemple. Donc voilà, on m'avait dit ça, j'étais là, OK. Puis c'est comme ça aussi que j'ai commencé à faire plus de recherches sur le syndrome de l'imposteur, etc. Puis voilà. Mais sinon, tout à l'heure, tu parlais, puis je te disais que ça, c'est un signe de quelqu'un qui vit le syndrome de l'imposteur. Mais il y a souvent des indications. Par exemple, au niveau professionnel, tu sais, il y en a, ben, on leur fait des éloges, par exemple, sur le travail qu'ils ont réalisé. Mais tu sais, leur réponse, c'est de dire, OK, mais je suis pour rien dedans. C'est comme grâce à mon équipe, par exemple. Vous en pensez quoi? Parce que ça aussi, c'est vraiment une indication un peu. C'est sûr que parfois, c'est une question d'humilité, peut-être. Mais souvent, quand ça devient récurrent, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Je pense que tout réside quelque part dans le self-belief. Sorry, guys, I'm gonna speak a little bit of English. Vas-y. Mais dans le self-belief, parce que les gens ont beau te complimenter sur tes compétences, mais si tu crois pas, ben tu peux pas nécessairement le embody and like transfer it outside. Donc je pense que c'est comme un travail intérieur à faire sur notre confiance en nous-mêmes. C'était ça mon intervention. Non, c'est ça. Mais moi, je rajouterais aussi que tu dis c'est peut-être être humble aussi, de l'humilité.
Mais je dirais que c'est aussi ce qu'on nous attend en général d'un point de vue sociétal. On nous attend d'être humble. Donc c'est sûr que dans le monde du travail, on va vite avoir envie de se conformer à ces attentes qu'on a de nous. Et donc dire ah mais c'était rien ou ah mais c'est normal, c'est mon travail, ce genre de choses, parce que c'est un peu ce qu'on nous demande d'un point de vue sociétal et de l'humilité, ouais, justement. Ok. Est-ce que vous voulez peut-être savoir quel type de cas vous êtes Ah dans oui. Oui. Moi, je veux que tu me fasses un Diagnostic. Ok. Mais est-ce que déjà... Merci. Mais est-ce que vous savez peut-être combien de types de cas qui existent en fait? Ou pas du tout? 5. 5. Ok. Toi, Madeleine, tu dis quoi? Je crois que c'est ça. 5 aussi. Ouais. Exactement, il y en a 5. Je peux vous les lire peut-être et puis vous pouvez peut-être comme me dire avec lequel vous sentez le... Ok. Donc ici, on a le perfectionniste, qui est obsédé par l'idée de tout faire parfaitement. Le génie naturel s'attend à exceller sans effort et doute s'il échoue. Le génie naturel. Le solitaire qui refuse l'aide par peur de dévoiler son incompétence. L'expert convaincu qu'il ne connaît jamais assez pour être légitime. Le super-héros multiplie les efforts pour compenser un sentiment de fraude. Donc, vous pensez que vous êtes lequel? En fait, c'est super dur parce que moi, j'ai l'impression que je me reconnais dans la plupart. Premier, moi, je suis vraiment là. Le perfectionnisme, c'est vraiment pas moi. Vraiment. Moi, parfois, je fais des trucs et je suis genre, ok, good enough. Ouais, tu fais le minimum. Tu fais le minimum. Non, pas dans tout. Pas dans tout. Eh oui, mais non. Pas comme une image honnêtement. Je trouve que le perfectionnisme a un aspect négatif aussi dans le sens où, comme moi, mon perfectionnisme, c'est que je vais tellement vouloir faire mon projet créatif d'une certaine manière que je vais passer beaucoup de temps à réfléchir, à peaufiner, puis à la fin, je vais pas le put out parce que du coup, je suis trop perfectionniste. Et je trouve que genre c'est un peu différent comme d'une personne qui est perfectionniste en mode je vais tout faire parfaitement, puis comme je vais le faire sortir. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a 2 dimensions un peu de perfectionnisme. Je sais pas ce que c'est. Mais moi, je pense que c'est pour tout, en fait. Et il y a un degré obsessionnel, mais pour tout, en fait. Donc, c'est sûr que si tu es à ce stade-là obsédé par la perfection, ça va forcément te mettre des bâtons dans les roues à 100%. Ok. Moi, je pense que je suis plus le solitaire. Donc, refuse l'aide par peur de dévoiler son incompétence. Puis aussi, peut-être... ouais, peut-être perfectionniste, obsédé par l'idée de tout faire parfaitement, je dirais aussi. Est-ce que j'aurais dit Madeleine perfectionniste? Pour de vrai? Oui, j'aurais vraiment dit ça. Puis génie naturel. Wow. Vraiment. Puis Aïssatou, c'est le solitaire et perfectionniste aussi. Ouais. Pourquoi perfectionniste? Parce que je pense que tu as beaucoup de choses que, en tout cas, tu me partages des choses que tu fais. Tu le montres pas au public parce que peut-être tu t'attends à faire plus, ou peut-être parce que juste tu as peur aussi parfois du jugement. Donc, je dirais plus pour ça. Ouais. J'ai l'impression que tu es perfectionniste ce temps. Ouais, moi, oui, je dirais. Oui, ouais. Il faut que tout soit parfait. Ok. Et je voulais savoir aussi quelles sont les causes et les facteurs pour vous. D'où ça vient, genre, vous pensez votre syndrome? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez essayé peut-être d'identifier cela en général? Tu sais, ça peut être par exemple, des facteurs sociaux. Mais c'est sûr que ça vient de l'enfance, ça vient en grandissant, tu sais. Le fait que tout le monde ait beaucoup d'attentes. Je dirais, à l'école, quand t'es petit, il faut que tu saches lire à partir de je sais pas quel âge, tu saches faire les choses à partir de... Bref, en fait, j'ai l'impression que tout est tellement classé que tu te mets la pression très vite. En tout cas, je veux pas parler pour le système scolaire du monde entier parce que je connais pas le système du monde entier. Je parlais du système scolaire français que moi je connais. Je dirais que de mon point de vue à moi, ça met beaucoup la pression parce que t'es pas, en fait, t'apprends pas par niveau, t'apprends par âge. Okay. Mais en fait, si par exemple, je sais pas, au CP, tu sais pas lire, à la fin du CP, tu sais pas lire, t'es en retard. Et je dirais que, ouais, c'est ça, c'est un peu
tu te mets la pression un peu pour ça parce que tu veux pas redoubler. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais pas envie de redoubler parce que t'étais vraiment un loser si tu redoubles. Ouais, je comprends. Et donc, je dirais que c'est ça, ça vient forcément de l'éducation, cette partie-là, de se mettre la pression et de se mettre tellement la pression que Ok. ouais, moi, je pense que c'est lié, se mettre la pression et le syndrome de l'imposteur. Puis voilà, après, je dis pas mon entourage, ma mère, Ben, c'est pas toi, maman, mais tu m'as fait rater. Mais tu peux dire cela parce que moi, j'allais dire, je sais pas, moi, j'allais dire, il y a comme cette pression familiale aussi. Puis, tu sais, moi, je pourrais dire aussi le manque de représentation en général. C'est ça, comme je disais, pression familiale. Tu sais, on s'attend de nous qu'on fasse beaucoup plus. Mais je voulais d'abord savoir pour toi, Aïssatou. Totalement d'accord. Genre, définitivement, la socialisation primaire. Mais aussi, je pense que la comparaison de nos jours avec les réseaux sociaux aide beaucoup. Puis même si on n'avait pas le syndrome de l'imposteur il y a 2 ans, mais on le développe à travers le scroll. On se compare aux personnes qui sont à un autre niveau qu'on n'est pas encore. Donc, définitivement, les réseaux sociaux, ça impacte beaucoup. Tout à l'heure, par exemple, je parlais de la pression familiale, mais aussi, ça vient aussi des traditions chez nous, je dirais les Africains de l'Ouest, parce que c'est le plus que je connais là, donc c'est ça. Puis ouais, comme tu disais, les comparaisons, les réseaux sociaux, etc. Puis aussi, je pense que le manque aussi, parce que pour ne pas blâmer tout sur tu sais, des facteurs extérieurs, je dirais aussi que parfois, il faut qu'on essaie quand même de faire un travail sur soi-même, tu sais, pour comme lutter contre ça aussi, tu sais, se dire dans la tête, ok, je vais essayer de ne pas me comparer, etc. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Puis voilà. Ouais, je suis définitivement d'accord. Puis vers la fin, on parlera de ça plus tard. Exactement. C'est ça. Exactement. Ok. Mais sinon, pourquoi ce syndrome-là, il est problématique pour vous, vous pensez? Pourquoi? Est-ce qu'il vous empêche je sais qu'il vous empêche de réaliser certaines choses. Je ne vais pas comme pointer du doigt à n'importe qui, mais en tout cas, peut-être, Madeleine, tu peux commencer. Ben, je dirais que c'est parce que ce syndrome de l'imposteur, il est très lié à, par exemple, l'anxiété. Je sais que les personnes qui ont ce syndrome-là, en général, c'est des personnes qui ont des tendances anxieuses. Exact. Moi, c'est mon cas, en tout cas, je sais, je suis très anxieuse dans la vie. Donc, ça peut poser problème parce que ça va amplifier cette anxiété-là. Ouais, et puis même, je dirais que ça peut avoir des côtés bénéfiques aussi. C'est pas ta question, je suis désolée. Non. Dans le sens où, dans certains cas, ça peut te pousser à faire mieux parce que justement, tu te sens pas légitime. Donc, ça va te pousser à, par exemple, faire des recherches sur le syndrome de l'imposteur pour le podcast Parlons d'eux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça. Pourquoi aussi tu penses que il faut en parler en fait, c'est important d'en parler. Pourquoi? Peut-être comme c'est comme tous les problèmes, c'est important d'en parler parce que en parler, c'est s'avouer qu'on ressent ça. Et donc, c'est un premier pas pour aller mieux. Exact. De toute façon. Ouais. Puis je pense qu'en parler, ça te permet d'entendre les autres points de vue des gens, puis avoir des techniques sur comment ils font pour grandir et se départir de ce sentiment-là. Donc, ouais, c'est bien d'y parler. Si vous voulez, je peux vous partager aussi de ce que les gens disent aussi sur les réseaux sociaux. C'est important d'en parler, c'est sûr. Puis il y a des conséquences personnelles et aussi sur des conséquences professionnelles. Au niveau personnel, ce qu'on retrouve souvent, comme tu le disais, Madeleine, c'est le stress, l'anxiété, le burn-out aussi. Aussi, tu sais, les difficultés à accepter les compliments ou les succès en général. Puis au niveau professionnel, c'est le refus de belles opportunités aussi, parfois. Parce que tout à l'heure, tu disais que ça pousse peut-être à faire un peu plus, mais d'un autre côté, moi, je pense que ça peut aussi comme te pousser à faire moins. Et puis, je sais. Je suis vraiment d'accord. Donc, Puis d'ailleurs, j'ai juste une anecdote. Un jour, je passais sur une rue, puis j'ai vu une expo. J'étais comme, OK, bon, je vais aller voir ce que c'est. J'ai rencontré un artiste qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais comme art. Puis je lui ai dit que j'aimais bien la musique et le chant. Puis là, il me dit, tu sais, j'ai un ami qui a un studio, puis il est super sympa. Je vais te le présenter. Puis là, genre, il me présente à son ami. Je vais visiter le studio, puis tout se passe bien. Mais arrivée là-bas, j'étais vraiment très stressée. Puis en fait, je me sentais pas légitime
d'être dans un espace comme ça, avec comme plein d'instruments et comme tout à ma disponibilité. Parce que le monsieur du studio me disait, tu sais, genre, il y a personne qui vient ici, donc si tu veux, genre, tu peux venir à des jours où je suis pas là, puis comme tu peux jouer avec les instruments, essayer de connecter le logiciel. Puis genre, j'ai juste bail out. Like, je suis allée 2 fois, puis je suis plus jamais repartie parce que je me sentais pas légitime À puis ta place c'est aussi. ça. Puis Ouais. j'étais comme, oh, genre, je sais que je me définis comme artiste, mais j'ai tellement peur de prendre ce rôle-là ou comme de rentrer dans ma réalité et de vivre la vie que j'aimerais vivre. Puis genre, ben, depuis lors, je vis avec des remords, donc voilà, ça se manifeste comme ça. Moi aussi, ça m'est beaucoup arrivé. Mais en tout cas, même au niveau professionnel, c'est après mes études et quand je voulais accéder comme dans mon milieu d'études et tout, je me disais, je peux pas aller dans ce genre d'endroit parce que je me dis déjà, je sais pas qu'est-ce que je vais dire, etc. Alors qu'à la maison, moi-même, je me parle à moi-même. Genre, je me dis, je pourrais parler de ça, mais je n'ose pas en fait mettre les pieds dans ce genre d'endroit-là parce que je me dis, je ne suis pas légitime, je n'ai pas les compétences qu'il faut. Donc, je comprends tout à fait. Mais moi, c'est toujours comme ça, hein. Je sais que même si je dois téléphoner, même pour un truc hyper random, je vais grave réfléchir à ce que je vais dire à l'avance. Même parfois, je me fais des notes sur mon téléphone sur ce que je vais dire. Mais tu sais qu'il paraît que ça, c'est un problème générationnel aussi. Il paraît que la Gen Z, on a du mal comme à parler au téléphone. La dernière fois, j'ai vu une discussion comme ça à la radio, en tout cas, sur les informations. Ouais. Parce qu'on n'a plus l'habitude. Vas-y. On n'a plus l'habitude avec les réseaux sociaux, les textos. Exactement, c'était Ça, ça. on a la flemme, on envoie des messages vocaux. Vraiment. Mais on envoie des messages vocaux qu'à nos amis, en fait. Et c'est les messages vocaux qu'on peut vraiment gérer ce qu'on va dire. Ouais. On peut les supprimer s'ils nous plaisent pas. Exactement. On peut les réenregistrer encore et encore et encore. Ouais, on contrôle tout, en fait. Je pense aussi que la société nous a tellement montré des styles de communication particuliers que on est stressé de comme choisir les bons mots, faire de bonnes phrases ou comme avoir un discours qui va, I guess, attirer l'autre personne. Moi, je sais que c'est un problème pour moi et je suis toujours en train de voir comment faire mon cocktail pour mieux développer mes approches communicatives, mais ouais. Maintenant, peut-être je voulais parler un peu, parce que tout à l'heure, on l'a introduit, l'aspect comme l'ignorance de l'étude, en fait, sur l'intersectionnalité, par exemple. C'est dans l'étude il y avait cette ignorance du racisme. Donc, je sais que vous seriez d'accord avec moi pour dire que tout le monde ne vit pas le syndrome de la même manière. Définitivement. Donc, c'est ça, par exemple, vous savez que l'impact sur les groupes marginalisés, par exemple, elle peut être beaucoup plus comme, on peut le ressentir beaucoup plus. Donc, voilà, mais qu'est-ce que vous en pensez en général? Puis aussi, sur la portée intersectionnelle, est-ce que, peut-être que cette question, elle va paraître un peu, mais je vais la poser quand même. Est-ce que le syndrome de l'imposteur, c'est un problème de femmes blanches? Pourquoi je dis ça? C'est parce que, justement, il y a une critique qui a été faite sur l'étude de base qui disait que, déjà, les femmes noires et les minorités en général, issues de la minorité, dès le début, en fait, leur compétence est remise en question. Donc, elles n'ont même pas encore la chance d'être dans certains milieux. Donc, dans ces milieux-là, pour pouvoir ressentir ce syndrome-là. Je ne sais pas si je suis assez claire, si vous me comprenez. Donc, en fait, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et pour moi, je peux parler que de mon point de vue, donc c'est pas du tout mon cas pour le coup. Et je peux pas prétendre savoir ce que ressentent les personnes noires ou les femmes de couleur, etc. Donc, je préfère vous laisser la parole à vous parce que je me sens pas à l'aise de parler de quelque chose que je ressens pas, parce que je peux que dire que l'imaginer. Ouais, non, je comprends. Et d'ailleurs, peut-être je vais rajouter, peut-être avant que je te donne la parole, Aïssatou, tu sais pourquoi je dis femmes blanches et pas les blancs en général? C'est parce que justement, l'étude était juste basée sur des femmes blanches. Donc, c'est pour ça que, tu sais, je dis femmes blanches et tout. Donc, voilà. Mais tu peux comme toujours te parler, tu vois. Donc, mais on peut commencer si tu veux. Je sais qu'il serait d'accord avec vous à 100% de toute façon, parce que on était sûr. Ou alors, je dirais, encore une fois, vous allez me dire si ce que je dis c'est vrai ou pas, parce que c'est pas quelque chose que je vis. Mais je dirais que c'est peut-être quelque chose, comme tu sais, de plus intériorisé, c'est-à-dire que peut-être c'est plus dur pour ces femmes-là de se rendre compte que en fait c'est le syndrome de l'imposteur et pas quelque chose qu'elles sont censées ressentir. Mais vous allez me dire ce que vous pensez, vous.
Mais moi, je pense que c'est pas nécessairement un problème de femmes blanches et que je dirais plus que le syndrome d'imposteur est plus accru au niveau des femmes noires, dans le sens où il y a tellement déjà d'attentes Au, au niveau de la au société. niveau de la société en ce qui nous regarde. Et peut-être qu'on s'en rend pas compte ou qu'on s'en rendra compte un peu plus tard, mais il y a tellement de cases qu'on doit cocher pour être accepté ou comme avoir de la valeur que je pense que là où genre une femme blanche a un syndrome d'imposteur de comme 50%, genre nous on est peut-être à 115. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Non, mais je comprends tout à fait. Puis moi aussi, pour répondre à cette question, je dirais que c'est un problème de tout le monde. Moi, je pense que tout le monde, Exact. nous-mêmes, on en est la preuve vivante aujourd'hui. On en parle parce qu'on le vit aussi. C'est un problème de tout le monde. Mais comme tu dis aussi, moi, je pense que c'est les causes d'où ça vient. Ouais. C'est là qu'il y a la différence et aussi les conséquences. Et peut-être la manière dont c'est ressenti aussi. Exactement. Parce que ça, c'est 70% de la population mondiale, mais on est tous différents et on Exactement. de façon différente. Donc, Exactement. Ben, d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous partager comme, tu sais, les facteurs en fait qui peuvent influencer le syndrome. Par exemple, ben, il y a le genre déjà, les stéréotypes et attentes sociales rendent les femmes plus vulnérables en général. Aussi la race et l'ethnie, ce dont on parle maintenant. Puis aussi, tu sais, la classe sociale. Parce qu'en général, les personnes issues de milieux modestes peuvent ressentir en fait une dissonance en accédant dans certains milieux, etc. Donc, il y a tout ça. Il y a plusieurs, en fait, facteurs et qui fait que, ben, on le ressent différemment. Enfin, tout à l'heure, tu disais que le syndrome nous poussait parfois comme à travailler un peu plus. C'est ça. Donc, moi, il y a une autre chose, en fait, qui m'est venue à l'esprit. C'est une critique que j'aime bien, qui est faite au capitalisme. C'est, comme dit Aïssatou Abba, le capitalisme. Et en fait, c'est une réflexion que j'aime bien, une réflexion critique de Rebecca Harkins Cross, qui est une écrivaine australienne, qui dit qui parle en fait de comment le syndrome de l'imposteur sert la culture du capitalisme. Comment vous le comprenez, vous? C'est quoi sa phrase? Comme genre, elle dit que en fait, le capitalisme aime bien les gens qui ressentent le syndrome de l'imposteur parce que ça nous pousse à beaucoup plus travailler. Donc les gens, par exemple, qui ressentent le syndrome de l'imposteur, surtout par exemple le type perfectionnisme, tu sais, ils ont tendance à plus comme vouloir travailler plus pour encore plus se prouver, pour prouver aux autres. je dirais que c'est sûr, mais parce que tout ce genre de choses, le capitalisme, ça s'ancre dans nos insécurités, en fait. Et c'est pour ça que c'est si négatif, c'est que vouloir plus et toujours plus, forcément, c'est un problème parce que on est juste des humains, on n'a qu'une seule vie. Et si on se pousse trop, la santé mentale, il faut pas non plus la négliger, quoi. Exact, ouais. Donc, ouais, c'est sûr que le capitalisme, il va de tort. Si tu veux, je peux te lire peut-être comme sa citation. Ben, elle disait, le capitalisme a besoin que nous nous sentions tous comme des imposteurs, car se sentir comme un imposteur garantit que nous nous efforcerons de progresser sans fin, travailler plus dur, gagner plus d'argent, essayer d'être meilleur que nous-mêmes. Donc ça dit ça un peu. Dire que le capitalisme favorise un peu genre le syndrome de l'imposteur, mais en même temps genre ça nous amène à stresser tellement que à la fin de la journée genre la société veut des personnes performantes, mais comme la santé mentale des personnes se détériore. Et genre c'est difficile. Mais c'est ça, c'est aussi ce masque social. C'est-à-dire, moi, je pense aux vieilles générations, tu sais. Pour eux, la santé mentale, ça n'existe pas parce qu'ils ont passé tellement de temps à la camoufler qu'il y a ce masque social. Je dirais que le capitalisme, il joue de ça. Il joue de ces gens qui ne veulent pas montrer leurs insécurités, qui ne veulent pas montrer leur sensibilité. Mais en fait, ça crée des personnes qui ont tellement vécu dans ces problèmes-là que ça en fait des personnes cassées, en fait. Donc, non, c'est pas positif. Ouais, puis ça nourrit anger et ça fait que les gens deviennent méchants, puis on court vers la perte. Et comme vous disiez, comme c'est notre santé mentale qui en prend un coup. Mais peut-être pour terminer, on va parler des solutions. Oui. Qu'est-ce que vous, chacun de vous ici, vous faites comme toi, Madeleine? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours, par exemple? Et je sais que aussi Aïssatou,
elle utilise plus comme des approches holistiques, etc. pour s'aider. Donc, je voulais juste que vous me partagez peut-être ça. Franchement, c'est super intéressant et j'ai hâte d'écouter des solutions holistiques d'Aïssatou. De mon côté, c'est toujours, j'avoue, je fais des efforts. J'essaie de sortir de ma zone de confort. J'essaie de me challenger sur ça, sur... en général, je veux dire. Je suis aussi très bien entourée. Merci. Bisous, maman. Mais oui, mais tu sais ce que tu dis, c'est très important parce que comme je dis, c'est important d'avoir des gens qui nous soutiennent et parfois qui nous disent, OK, tu fais ça bien. Tu sais, des bons commentaires, ça fait plaisir quand tu es mal entouré en général, tu ressens pas ça, je sais. Donc, c'est important, c'est bien. Donc, bon shout-out à ta maman. Je commencerai par dire que déjà, faut accepter les choses et savoir que grandir, c'est inconfortable. Et le premier pas, c'est déjà de se rendre compte qu'on a le syndrome. Donc, j'invite tout le monde à faire le test. Et les choses que je fais, c'est commencer par rephraser mes pensées et mes idées négatives. C'est-à-dire que c'est quand je m'assois puis qu'une pensée me traverse l'esprit, comme par exemple, je suis pas capable de faire ça, automatiquement, je le transforme en affirmation. Puis j'essaye d'inclure ça dans mon quotidien, en mode genre, à chaque fois que je me réveille, je me brosse les dents devant le miroir, je suis comme... You can do this, you can do this. Ouais, comme ça peut paraître genre un peu fatigant, puis ça peut ne pas marcher quand on l'essaye une ou deux fois, mais genre le fait de répéter, genre ça te met en confiance, puis tu te dis, OK, ouais, I can do this. Donc c'est une des choses. L'autre chose, c'est avoir l'habitude de journal, c'est-à-dire d'écrire. Et ça peut être tout type d'écriture, genre ça peut être un journaling pour montrer sa gratitude envers les choses qu'on a, parce que des fois, genre, à trop se mettre à stresser, on oublie, genre, les capacités qu'on a. Tu sais, on est capable de marcher, on est capable de voir, on est capable de, comme, penser. Puis, comme il y a beaucoup d'autres personnes qui sont un peu défavorisées sur ce côté-là. Et juste comme avoir l'habitude d'écrire aussi les petites choses qu'on entreprend. Like, celebrate small wins. Pour avoir un peu, genre, l'habitude de, comme, go back and see what you did. Et... It has an empowering like force to do that. Est-ce que vous faites un peu de journaling? Non, malheureusement non. Mais sincèrement, c'est quelque chose qu'on m'a déjà conseillé et je pense que vraiment avec ton témoignage, moi je pense que c'est quelque chose que je pourrais comme essayer de faire maintenant définitivement. Mais pour de vrai, moi c'est juste pour être entièrement honnête que j'ai la flemme. Mais Madeleine, je veux juste être super honnête. On te juge pas, t'as le droit. Mais je dirais que quand j'étais enfant, j'écrivais, j'avais mon petit journal intime. Et pour de vrai, je pense que ça a eu un impact sur la personne que je suis maintenant. D'extérioriser toutes ces pensées négatives, même les pensées positives, en fait, genre comment dire, en fait, ça les rend réelles de les écrire. Donc, moi, je pense que ça m'a beaucoup aidée à cette période-là. Donc, c'est ça, si j'avais pas la flemme, 100% je le ferais. Tu sais, quand tu dis ça les rend réels, il y a aussi genre la méditation qui, quand tu médites puis que tu visualises ta personne future, comment tu veux step into a room, comment tu veux communiquer genre dans le futur, genre vraiment genre méditer puis comme s'imaginer en train de faire toutes les choses qu'on a envie de faire, ça crée aussi ce sentiment de hope, d'espoir qui te relie à ta vision du futur. Donc méditer aussi, ça fait vraiment du bien. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je fais un peu parfois. Ok. Ouais. Puis ça aide? Oui, quand même, oui. Ouais. Moi, j'ai déjà fait, mais dans la vie, j'ai trop du mal à me concentrer. Ce qui fait que c'était trop dur pour moi. Mon cerveau, en fait, il allait partout. C'est normal les premières fois. Ouais. Mais du coup, je pense que j'ai jamais réussi à le faire. Ouais, peut-être tu penses qu'il faut le faire comme, tu sais, progressivement. Exactement, ouais. Comme ça, t'as cette habitude-là. Comme surtout le matin quand on se réveille, qu'on se dit, OK, bon, je vais me réveiller, je vais stretch. Genre, juste prendre 2 minutes pour ne pas penser à rien et se préparer à la journée, ça peut aider aussi. Puis je vais pas monopoliser la parole, je vais finir, mais si il est prouvé que l'effort physique favorise la résilience. Donc, genre, vraiment prendre soin de son corps et avoir comme une bonne mentalité, genre, que ça soit genre à travers le sport ou juste comme se lever et bouger un peu, ça te permet genre d'avoir un peu plus d'énergie dans ton corps pour être capable de faire les choses. Donc, favoriser un effort physique ou une activité qui implique des mouvements, ça peut aider à comme
prendre l'action et aller vers les choses. Ok. Ben, merci Aïssatou. Moi, c'est définitivement quelque chose que je vais essayer de faire. Merci beaucoup. Mais sinon, je peux aussi vous partager, tu sais, des solutions et bonnes pratiques qu'on peut retrouver. Et je sais qu'il y en a beaucoup, vous en avez déjà parlé. Qui a, par exemple, évité la comparaison. T'en as parlé, tu sais, reconnaître ses sentiments, identifier ses pensées comme une distorsion cognitive aussi. Tu me disais ça tout à l'heure. Rechercher le soutien social, familial aussi, comme nous deux, ce qu'on fait, Madeleine. Les affirmations positives aussi, ce que tu disais. Accepter les compliments, tu sais, et ne pas avoir ce réflexe, en fait, de dire, OK, par exemple, surtout au sein du milieu professionnel, oh, c'est pas moi, je ne suis pour rien, c'est mon équipe. Non, tu peux l'accepter aussi. Et voilà. Il y a aussi de s'auto-évaluer, comme ce qu'on a fait avec l'échelle, le test de Clans. Donc, c'est ça. Sinon, s'appuyer et sur les autres. Ouais. Je pense que je rajouterais aussi, genre, développer une certaine confiance en soi parce que c'est un peu la base de tout. On a beau être entouré de comme personnes supportives, mais si on croit pas en nous-mêmes, Exactement. les personnes ne seront jamais tout le temps là dans la même pièce que toi pour te dire ah go go go. So there's a certain work to do within yourself. So like be confident and cultivate that confidence even though you're stressed or like tu angoisses et tout, but just know what you're capable of doing, know yourself. And yeah, you rock, girl. Exactement, c'est ça, le travail, tu le fais toi-même, en fait, c'est sûr et certain. Parce que comme tu dis, bah, si toi tu ne le vois pas, ben, même si les autres autour de toi te disent, c'est comme si quand on te dit t'es belle, si tu te trouves pas belle, ben, c'est important de faire le travail soi-même. Mais je dirais aussi que c'est important de pas se mettre de la pression là-dessus parce que ce serait contre-productif et que Exactement. petit à petit. Et comme tu le disais, il faut célébrer les victoires petit à petit. Donc oui, c'est important d'y aller étape par étape. Ça va pas aller mieux du jour au lendemain. Et c'est comme tout. C'est comme l'anxiété, c'est comme la dépression. Il faut prendre son temps et chaque petite victoire est quand même une victoire. Exact. Est-ce que vous auriez peut-être un mot de fin, ou des mots d'encouragement pour juste clôturer un peu? Est-ce que on peut faire le tour peut-être, Aïssatou, Madeleine? Je dirais que ton seul obstacle, c'est toi-même. Puis l'anxiété, c'est vraiment juste dans ta tête. Like, fight with it and go for your dreams. Yes, oui. Toi, Madeleine. Ok, moi, je vais parler de l'inverse du syndrome de l'imposteur. Il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui vivent l'inverse, qui se croient vraiment capables de tout, alors qu'ils n'ont pas forcément les capacités et qui vont pas se donner forcément les moyens d'avoir ces capacités-là. Ils vont pas travailler plus fort. Et moi, je trouve ça fou. Et donc, du coup, s'il y a des gens qui ont autant de confiance en soi, pourquoi nous, on pourrait pas l'avoir? Exactement. Moi, je veux ça. Je veux avoir... Ouais, peut-être pas, parce que ça ferait que... Non, peut-être pas. Je veux pas non plus être ce genre de personne qui pense qu'elle sait tout et qu'elle peut tout faire. Mais tu sais, à un certain degré, c'est ça, j'aimerais qu'on me donne genre quelque chose comme 30% de ça. Mais moi, je dirais, nos doutes n'ont pas à nous définir. Puis vous êtes légitime. Donc, lancez-vous dans vos projets, faites ce que vous pouvez. On parlait d'entourage, on parlait de gens qui vous font des compliments. Adja est très forte pour ça. Oh my God! Mais possible. Non, il faut le dire. Tu disais c'est important d'être entouré, mais oui. Toi, quand on a enregistré, parce que c'est la deuxième fois qu'on enregistre, ça c'est un petit secret de tournage. Ça, je le coupe. Je le coupe. Non, c'est important de savoir que après ça, Adja nous a fait des retours en nous disant qu'on avait des belles voix, que c'était super. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est un nouvel exercice pour nous toutes. Exactement. Et c'est vraiment important qu'on se complimente sur ce qu'on est en train de faire, même si on est mature. Et donc, je trouve que ça rentre vraiment là-dedans. Donc, merci beaucoup. En fait, moi, je veux vraiment comme cet esprit de bienveillance, etc. Puis, et aussi, c'était vraiment sincère. Donc, voilà, parce que je ne dis pas les choses si je ne le pense pas vraiment. Merci beaucoup, les filles, d'avoir pris part à notre discussion aujourd'hui. Et bien sûr, on se retrouve dans de prochains épisodes. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, partagez-le autour de vous. Auprès de vos amis, familles et proches, et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Oui, et on mettra le lien du test de Clans. Oui, exactement. Mais oui. Merci de nous avoir écoutés.